Vous avez vu la somme qui s'est inscrite sur votre écran et vous comprenez évidemment les raisons de cet appel pressant. Nous avons besoin de 400 personnes qui fassent un don de 100 € à TV Liberté. Et après réduction fiscale, dans la réalité, le vrai chiffre, c'est 34 €. Cette demande, elle est urgente. Aidez-nous, aidez-nous, maintenant. De tout cœur, un grand merci. Les Français se demandent souvent où passe leur argent. Mon invité du jour a, je pense, beaucoup de réponses à nous apporter. Jean-Baptiste Léon est directeur des publications de l'association Contribuables Associés. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pierre Bergerot. Jean-Baptiste, vous publiez ce petit livret, le livre noir des gaspillages 2019. Donc en lien avec, je le répète, l'association Contribuables Associés. En quatrième de couverture, Jean-Baptiste, vous mettez quelques grands gaspillages. Je le vois, train sans voyageurs, musée sans visiteurs, route qui ne mène nulle part. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu ce côté flambeur de nos élus français et autres membres de la fonction publique ? Comme vous le dites très bien Pierre, effectivement on en a réalisé un petit tour de France en fait des gaspillages de l'argent public avec aussi un petit détour par Bruxelles parce qu'il y a aussi, on est contribuable français, on est aussi contribuable européen, donc on en parle également. Donc comment expliquer ce foisonnement de dépenses et de gaspillage d'argent public? Je pense que c'est une mentalité assez française de toute façon. Les Français sont mal informés au niveau économique, on a tendance à trop laisser faire nos élus. Pourquoi tant de dépenses de la part de l'administration et des élus? Parce que ça leur sert de toute façon. On peut partir de ce principe, à savoir que la dépense publique, c'est bien pour acheter une clientèle, c'est bien pour satisfaire les électeurs. Pour la fonction publique, écoutez, c'est la tendance de tout pouvoir de vouloir grossir. Et donc l'administration vide ses dépenses publiques et on demande toujours plus parce que voilà, ça lui permet de grandir et de mieux contrôler les choses, ce qui est Mais même au-delà des dépenses publiques, c'est vraiment l'objet de votre ouvrage de dénoncer les gaspillages, les routes qui mènent nulle part. Il y en a beaucoup en France ou... Par exemple, je cite ce cas d'une route, d'un pont plus exactement, qui se situe du côté de Dieppe, à quelques kilomètres de Dieppe, qui s'appelle le viaduc de la Scie, qui a été construit il y a près de 10 ans et qui n'est toujours pas en fonctionnement. En gros, vous pouvez passer, c'est à 10 km de Dieppe, vous passez en voiture et vous voyez ce superbe viaduc, il est magnifique, qui a coûté des dizaines de millions d'euros et qui ne voit pas passer une seule voiture depuis des années. Alors les choses avancent un petit peu, donc normalement il va être raccordé au réseau routier, je crois au mois de novembre de cette année, mais en attendant, il a continué, ce pont est bâti et il a continué de se dégrader, donc il faudra à nouveau des travaux supplémentaires pour le remettre en état. C'est un exemple parmi d'autres. On parle des délires d'artistes, celui bien connu d'un artiste italien qui a peinturluré, c'est le terme qu'on peut employer, la cité médiévale de Carcassonne. Alors c'est une espèce de grande marque jaune, ça dira peut-être quelque chose des cercles jaunes, ça peut dire quelque chose aux amateurs de Blake et Mortimer, quoi. C'est la marque jaune, mais en géant, quoi. Quelque chose de très moche. Et des choses à l'avenant, comme la communauté urbaine, la communauté d'agglomération de Bordeaux, pilotée par Alain Juppé, qui a dépensé 750 000 € pour faire monter une espèce d'ovni, de soucoupe volante sur les quais de Bordelais, etc. Et on donne plein d'exemples comme ça, des choses un peu plus structurelles sur le fonctionnement de l'administration. Le but du jeu, c'est d'être très dictatique et de faire comprendre aux Français qu'il y a un problème en termes... Mais vous trouvez que c'est vraiment franco-français, ce phénomène du gaspillage? Est-ce qu'on le retrouve en Espagne, dans les pays latins ou en Angleterre, les pays du Nord? C'est bien sûr, et malheureusement, pas un problème franco-français, mais les Français sont moins informés là-dessus que d'autres pays européens. Nous, Contribuables Associés, nous sommes une association de contribuables. Il faut savoir que l'association des contribuables allemands crée ce type aussi de livre noir depuis plusieurs années. Donc évidemment, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir nous plaindre du gaspillage d'argent public. Mais encore une fois, en France, un des slogans de Contribuables Associés, c'est l'argent public, c'est notre argent. Et c'est quelque chose que les Français ont du mal à se mettre en tête. Vraiment, en fait, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, tout ce qui est financé par la sphère publique, derrière, c'est le contribuable qui paye. C'est le privé. C'est le privé, c'est le particulier, ce sont aussi les entreprises, mais au bout du compte, dans les entreprises, il y a toujours des particuliers au bout. Et pas simplement ceux qui payent l'impôt sur le revenu. On a tendance à l'oublier aussi, nous sommes tous contribuables parce qu'il y a la TVA, etc. Quoi. Donc tout Français de 0 à 77 ans, on va dire, j'aurais tendance à dire du berceau à la tombe, est un
contribuables. Et donc c'est notre argent qui part là-dedans. Donc nous avons le droit, nous contribuables, d'évaluer et de dire mince, ça suffit, quoi. Voilà ce qui va pas, trop c'est trop, et pointer des pratiques dispendieuses et voire délictueuses. Avant d'évoquer la fonction publique d'État installée à Paris, je vous propose, Jean-Baptiste, d'évoquer les collectivités locales, hein, les régions, les départements, les communes. Entre 2014 et 2017, vous l'évoquez dans votre livre noir, les dotations de l'État à ces fameuses collectivités locales ont diminué de 10 milliards d'euros. Quelles ont été les conséquences de cette baisse? Alors c'était une décision du gouvernement socialiste, des gouvernements socialistes héros-éval. Pour une fois, c'était pas une mauvaise idée. Donc ils ont un peu serré la vis aux collectivités locales et du coup 10 milliards d'euros en moins pour les départements, les régions, les communes. Et ça a conduit à ce que, en tout cas pendant un certain temps, que les dites collectivités locales réduisent leurs dépenses. Malheureusement, depuis, c'est reparti. Elles ont été stabilisées. Plus exactement, ils ont réduit un petit peu, mais on peut dire que ça a été stabilisé. Mais depuis l'année dernière, depuis 2018, ça a tendance à remonter. Ce qui est quelque part malheureusement logique. On va vers des échéances municipales. Donc là, c'est le moment où les maires qui veulent rester en poste alignent échec pour faire plaisir à leurs administrés et se faire réélire, quoi. Alors, vous l'évoquez aussi, c'est les effectifs dans ces collectivités qui ont explosé, vous le dites, entre 85 et aujourd'hui, on est passé de 1,2 million d'agents à 2 millions, c'est donc vraiment quasiment le double. Est-ce que pour vous, c'était nécessaire cette augmentation du nombre des agents ? Absolument pas. On paye une mauvaise décentralisation à la française. Il est tout à fait légitime pour moi de donner de plus en plus un rôle politique, la économique. La décentralisation donc lancée sous François Mitterrand ? Oui, avec de fer, etc. Mais bon, elle est mal faite. On parle en France comme au niveau de l'Europe du fameux principe de subsidiarité, mais qui n'est absolument pas appliqué. Nos collectivités locales n'ont pas de réelle autonomie politique ou économique. En gros, pas de pouvoir. Donc elles sont pieds et poings liés. Mais il n'empêche qu'il y a effectivement des débordements hallucinants. Ce qui pose problème, c'est le millefeuille territorial français. On a trop de strates administratifs et donc des doublons partout, quoi. Ce qui explique l'explosion des dépenses locales dans les collectivités, et notamment avec la création des intercommunalités. Au début, on nous a vendu l'intercommunalité comme étant en gros l'alpha et l'oméga de la réduction de la dépense publique. On nous a dit, oui, on va créer des intercommunalités, donc comme ça, on va réduire les coûts. C'est totalement le contraire qui s'est passé, quoi. Au lieu de mutualiser, en fait, on a tout doublonné. On a tout doublonné. C'est les doublons, voire des triplons, quoi. Donc le fonctionnaire qui s'occupait de la voirie dans la municipalité, il n'a pas été transféré à l'intercommunalité. On a créé un autre poste dans l'intercommunalité, quoi. Et le gars qui était dans la commune est resté. Ce qui explique cette explosion hallucinante de la dépense publique locale. On a souvent tendance en France à regarder ce qui se passe dans les ministères, à l'Assemblée nationale, etc. Mais on oublie beaucoup ce phénomène de baronnie locale où vraiment il se passe des choses hallucinantes. Je crois que vous l'évoquez dans votre livre noir, c'est une ville où il y a 4 offices de tourisme dans la même rue d'une ville. Donc il y a l'office du tourisme du département, de la mairie, de l'inter... Enfin, il y a des choses comme ça qui c'est complètement hors de contrôle, quoi. C'est un peu... C'est hors de contrôle et ça devrait être sous contrôle. Alors il y a plusieurs façons, je pense, si on peut venir un petit peu là-dessus, de contrôler. Nous, à Contraire Associés, on essaye de susciter justement, on aide les personnes au niveau local qui veulent créer des associations de contribuables, parce que pour nous, c'est un des bons moyens de lutter justement contre ces gabegies. C'est des Français qui, au niveau local, dans leur commune, voire dans leur département, se mobilisent contre ce genre de pratiques. Ça commence d'abord d'ailleurs aussi parce que nous on fait à Contraire Associés, c'est-à-dire par ce livre noir notamment, d'informer les gens, de dire voilà ce qui se passe, de pointer les problèmes et après de prendre à témoin les élus face à ce type de pratiques. Et après, il y a quelque chose qui pourrait aider à lutter contre cela, parce que nous on prône à Contraire Associés bien avant tout le mouvement des Gilets jaunes et la mode du RIC. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour la démocratie directe en France. On a notamment beaucoup travaillé avec Yvan Blot, bien connu, je pense, les téléspectateurs de TV Liberté sur ces sujets. Yvan Blot qui était le pionnier français en termes de démocratie directe, a écrit de très bons ouvrages sur le sujet. Et nous avions travaillé avec Yvan Blot, qui est décédé il y a quelques mois, là-dessus, quoi. Et donc nous défendons vraiment la démocratie directe, et surtout d'abord au niveau local. Parce que pourquoi ne pas avoir, comme en Suisse, un déclenchement automatique d'un référendum au-delà d'un certain seuil de dépenses. Par exemple, un maire qui veut, je ne sais pas, construire un rond-point dégueulasse, horriblissime, à 300 000, 400 000 euros, boum, déclenchement automatique d'un référendum local qui obligerait, si les électeurs disent non, non, on refuse, quoi. C'est comme ça que ça se passe en Suisse, notamment. Autre collectivité que vous évoquez, les régions, elles ont été fusionnées sous le quinquennat Hollande. Est-ce que les économies sont au rendez-vous de cette décision ?
Suite à la fusion des régions, on nous a promis en gros une dizaine de milliards d'économies. Pour l'instant, on les voit pas venir. C'est un petit peu comme l'intercommunalité. Ça viendra un jour ou ça viendra Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pareil. Les régions ont fusionné. Du coup, on n'a pas réduit le nombre de fonctionnaires, quoi. Par exemple, prenons le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui ont donné la région Occitanie. On n'a pas supprimé des postes, hein. Les personnes sont toujours en place. Il y a même certaines régions où il a fallu, en gros, dans telle région, les salariés, les employés départementaux et régionaux, pardon, se sont rendus compte qu'ils étaient moins bien payés que leurs collègues avec qui ils avaient fusionné. Donc évidemment, ils ont demandé à recevoir une paye équivalente. Donc évidemment, c'est aligné vers le haut, quoi. Donc ça conduit à des augmentations salariales, quelque chose qui est un petit peu hallucinant aussi, c'est à Montpellier, donc fusion, création de la région Occitanie. Il se trouve que le siège de région, la capitale de la région est Toulouse, mais pour des raisons de susceptibilité locale, il a été décidé de maintenir l'hôtel de région à Montpellier. Le problème, c'est que l'hôtel de région de Montpellier, qui était avant celui de la région Languedoc-Roussillon, est trop petit pour accueillir tous les conseillers régionaux de l'ensemble de la région Occitanie. Donc il ne sert plus à rien, il est vide. Ce que fait la région, c'est qu'elle loue à côté, au parc des expositions, pour 100 000, 200 000 ou 300 000 euros par session des locaux. Voilà, pour mettre tous les élus dans une seule et même place, quoi. Vous êtes très critique à l'égard d'Anne Hidalgo, un petit peu comme le fait ou l'avait fait Serge Federbusch avec son site de l'Anopolis. Alors il a continué également à critiquer la politique du successeur qui est Anne Hidalgo. Vous l'évoquez, c'est une information assez surprenante. Plus d'une délibération sur deux du Conseil de Paris sert à attribuer des subventions aux associations. Qui sont les grands gagnants de la loterie de ces associations? Un peu tout le monde, forcément les copains du système, les copains de la ville de la ville de Paris et de Madame Hidalgo. Une sur deux, c'est démentiel, quoi. Je pense que ça peut se retrouver dans quasiment toutes les communes, en fait, quasiment. C'est pas qu'à Paris que ça se passe comme ça. Je ne pense pas. Et évidemment, je laisse les téléspectateurs de TV Liberté découvrir qui sont les heureux élus. Je leur conseille même pour aller plus loin, parce qu'évidemment, en 100 pages, on n'a pas pu tout mettre, mais vous verrez sur le site de Contrat Associé, ça fait plusieurs années qu'on dénonce justement et qu'on fait un listing, entre guillemets, des subventions les plus dingos d'Anne Hidalgo. Donc c'est souvent des associations proches du pouvoir, proches de la gauche. Proche de la gauche. Ou moi, une subvention qui m'a beaucoup choqué, qui remonte à 2-3 ans, c'est une subvention pour une association qui défend comment dire, les salles de shoot, par exemple. Oui. Voilà, ce genre de choses. Ou quelque chose comme les Pierrots de la nuit. Alors, Pierrots de la nuit, c'est des comédiens qui sont payés et subventionnés depuis 10 ans par la ville de Paris pour aller demander aux gens qui sont dans les bars de ne pas faire trop de bruit le soir. Donc, ils sont déguisés en une espèce de Pierrot lunaire. Ils disent chut, s'il vous plaît, pas trop de bruit, quoi. Ils sont payés pour ça, quoi. Ce qui nous fait dire, bon, voilà, on a des comédiens, des Pierrots de la nuit subventionnés. Pourquoi ne pas subventionner leur public qui seraient les pochetrons subventionnés aussi, quoi. Mais un chiffre que moi j'ai trouvé intéressant, et c'est qu'on a tendance à pas soulever souvent, c'est le coût de ces subventions aussi, le coût administratif. Il y a à peu près un peu moins de 10 ans, Delanoë avait demandé justement à ses services d'évaluer le coût d'une subvention. Coût d'une seule subvention, le traitement de dossier, 1 200 euros. Le traitement administratif, combien de personnes? 1 200 euros par subvention, par dossier. Vous imaginez, quoi. Il y a plein de subventions qui sont versées, dont le montant est bien inférieur à 1 200 euros. Et tout ça, c'est du fric qui part. Quoi. Et après, il ne faut pas s'étonner non plus de voir à quel niveau est endettée la ville de Paris. Je crois que c'est 5,7 milliards en 2018. Quoi. Ce qui est effectivement beaucoup d'argent part dans les subventions aux associations. Quoi. Et il n'y a pas que les associations qui bénéficient de ces largesses de l'État ou des collectivités territoriales. On le lit, les ressources de la CGT sont à 54% financées par des subventions. La CGT, aujourd'hui, sans l'État, il n'y a plus de CGT qui manifestent et c'est terminé? Pas que la CGT, les syndicats patronaux aussi, CGPME, MEDEF, etc. Alors tous les syndicats vivent du paritarisme, hein, donc voilà, ils pilotent la Sécu, en gros, pour faire très simple. Ils vivent de ça, donc 54%, c'est le chiffre d'une étude universitaire. Le gros problème, justement, sur le financement des syndicats, et notamment le financement public des syndicats, c'est qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe. Très opaque. C'est l'opacité. Hein. Je pense, Pierre, vous vous rappelez très bien de la fameuse affaire Perruchot. Nicolas Perruchot était un élu de droite, centriste à l'époque, qui avait produit un rapport excellentissime sur le financement public des syndicats, et la majorité de l'époque, qui était la majorité de droite, avait censuré le rapport, interdit sa publication, ce qui était en gros jamais arrivé dans les annales de l'Assemblée nationale, quoi.
Et alors, ce qui était intéressant à l'époque, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'interviewer Nicolas Perruchot sur le sujet. Lui, il avait trouvé justement que la CGT avait joué le jeu. Hein. Oui, c'était d'accord. Voilà, ils avaient joué le jeu en donnant entre guillemets des documents, en expliquant un petit peu leur mode de financement. Bon, faut pas être naïf non plus. Hein. Ils ont un très beau bas de laine, hein, les syndicats français. Ils ont des châteaux et puis ils ont des fortunes colossales et qu'ils investissent. En bon capitaliste. Voilà. C'est à découvrir dans ce livre noir des gaspillages. Je vous propose de continuer aussi sur la fonction publique hospitalière qui est la grande sacrifiée de ces dernières années. À quand ça remonte exactement ce démantèlement de la fonction publique hospitalière et comment vous l'expliquez? Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions hospitalières, mais je crois comme beaucoup de gens, ce qui a pu être dit par pas beaucoup d'experts, c'est que l'un des premiers dysfonctionnements vient des 35 heures. Ce qu'on retrouve aussi dans la police, par exemple. Hein. Les 35 heures ont fait beaucoup de mal à ce type de service. Après, la fonction hospitalière, on a recruté beaucoup de personnel administratif. Hein. L'administration grossit au détriment des personnels soignants. Après aussi, on a tendance peut-être trop en France à voir par le tout-étatisme, mais donc à voir uniquement par les hôpitaux privés. L'éducation est un mammouth quasiment irréformable. La SNCF, c'est le cas pour faire bouger certains hôpitaux publics aussi, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les hôpitaux publics. Pour les faire bouger, je pense que ces grosses structures, il faut les mettre en concurrence. Donc, c'est vrai que dans l'école, le privé ne peut pas se développer comme il l'entend. Je crois qu'au niveau hospitalier, c'est pareil. Les cliniques privées ont beaucoup plus de mal qu'on ne croit à se développer. Et pour certaines, font un bien meilleur boulot et pour moins cher que les hôpitaux privés. Donc ça pourrait être une solution, sa mise en concurrence. Mais il n'empêche que, moi j'ai une mère, ma mère était infirmière, effectivement. Je sais à quel point ce travail, cette vocation quelque part est belle et magnifique. Mais il n'empêche qu'il y a des économies d'échelle à faire aussi en la matière. Tout ne va pas bien et tout n'est effectivement parfois assez mal géré dans certains hôpitaux en tout cas. Je vous propose maintenant d'évoquer Paris avec le cas de l'Élysée. On se souvient de ce député socialiste René Dosière, très pointilleux sur les dépenses de l'Élysée. Vous chiffrez ces dépenses à plus de 102 millions d'euros pour 2017. Est-ce que c'est si délirant que l'Élysée ait un grand budget comme ça, alors que c'est le centre du pouvoir en France ? Alors évidemment, 102 millions d'euros, c'est une goutte d'eau par rapport à 1000 milliards et plus de dépenses publiques en France. C'est certain, mais il n'empêche que c'est symbolique. Il se trouve qu'on dépense plus qu'à l'étranger. Par exemple, on connaît bien, on nous parle souvent des démocraties scandinaves ou même de ce qui se fait en Allemagne, hein, nos dépenses en la matière. On a toujours cette dimension un peu royale. Oui, 102 millions. En gros, c'est depuis 2007 qu'on a ces chiffres-là sur le budget de l'Élysée. Il se trouve qu'en gros, depuis 2007, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc on s'est quand même rendu compte d'un truc, c'est que pourquoi les dépenses n'augmentent pas, c'est parce que maintenant l'Élysée se démerde pour faire payer, excusez-moi du terme, se débrouille pour faire payer ses propres dépenses par d'autres ministères. Donc en gros, l'enveloppe ne bouge pas beaucoup. Mais il n'empêche, il y a quand même près de 800 employés à l'Élysée, hein, ce qu'on ne trouve pas à la chancellerie allemande, par exemple, c'est comme assez énorme. Et puis bon, il y a le fameux cas de Madame Macron qui a des fonctionnaires mis à sa disposition. Hein, alors qu'elle n'a aucun statut légal, on va dire. Non, elle n'a pas de statut légal. Mais bon, ça c'est un petit peu les ors de la République. Hein. Je me rappelle il y a quelques années, du temps où Juan Carlos était encore roi d'Espagne, lui et son entourage avaient été extrêmement choqués du décorum de l'apparat dans lequel il avait été reçu en France, et notamment à l'Assemblée nationale avec les gardes républicains qui saluaient, etc. C'est quelque chose que lui le monarque, était surpris de l'apparat républicain à la française, et c'est pas le seul. Et alors quand les anciens présidents quittent l'Élysée, avec les anciens ministres, les anciens élus, tout cela coûte assez cher pour vous, leur traitement relève carrément du privilège. Qu'est-ce qui vous semble excessif là-dedans ? C'est qu'une fois que nos présidents, comme nos anciens premiers ministres, pour l'instant, bénéficient effectivement, Pierre, de privilèges à vie, de voitures de fonction, d'hommes de police, d'appartements, etc., etc. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Et donc, certes, on est président de la République, c'est quelque chose, mais bon, voilà, ces gens-là ne crèvent pas la dalle non plus, quoi, une fois à la retraite. Vous tapez un peu dans les fonctionnaires, dans la fonction publique, hein, vous séparez les gens, l'individu du système en fait. Bien sûr. Vous en prenez jamais aux fonctionnaires eux-mêmes. Ça aussi, on fait pas la chasse aux fonctionnaires. Je vous dirais même qu'on est pour un État fort, mais pas un État obèse. Voilà. Donc il faut dégraisser pour mieux muscler. C'est-à-dire que aussi, pourquoi on se bat, et notamment depuis plusieurs années, parce que
un autre de nos volets d'action est de travailler avec les députés pour produire des propositions de loi. Et on se bat depuis longtemps à l'Assemblée pour faire passer une proposition de loi qui réserverait le statut de la fonction publique aux fonctions régaliennes, donc justice, police, ambassade et militaire, quoi. Parce que le reste, justement, n'est pas régalien, donc ne doit pas concerner l'État, normalement. Et donc, effectivement, on parle de la fonction publique, parce que, encore une fois, il y a ces logiciels fous, je parle de ces logiciels fous de l'administration, notamment les logiciels de paye des militaires, etc., ou l'éducation nationale, qui n'ont absolument pas marché, qui coûtent des centaines de millions, voire des milliards. Il y a l'absentéisme dans la fonction publique aussi, c'est 300 000 fonctionnaires qui font les moins de 35 heures. Pour certains, c'est justifié, on va dire, du moins l'administration le justifie par le fait que ces gens-là ont des conditions de travail difficiles, travaillent les week-ends, travaillent de nuit, il y a la pénibilité. Souvent, les 35 heures ne sont même pas remplies. Non, tout à fait, ouais, tout à fait. Et là, pour la seule fonction publique d'État, donc en mettant de côté, par exemple, les collectivités locales, il y a 190 000 fonctionnaires qui travaillent moins de 35 heures sans raison aucune. Ouais. Ils sont sans doute beaucoup plus. Dernière question, Jean-Baptiste Léon. Pour impliquer les contribuables, vous avez lancé cette plateforme sur votre site Balance ton gaspillage. Comment ça marche ? Alors tout d'abord, pourquoi faire ceci ? Parce que Contribuables Associés est une association de contribuables. Nous sommes 350 000 membres. Et moi, je me suis appuyé pour ce livre noir des gaspillages, notamment sur des signalements que nous ont fait les membres de Contribuables Associés, par un coup de fil, par un mail. Voilà, j'ai vu tel membre de Contribuables Associés, d'ailleurs j'en remercie quelques-uns dans le bouquin, il dit voilà monsieur, j'ai vu tel gaspillage, il faut en parler, etc. Donc on enquête, on passe des coups de fil, et ça donne ce livre noir des gaspillages. Et donc on a voulu sur notre nouveau site, parce qu'on est en train notre nouveau site sera mis en ligne dans quelques jours, créer une interface qui soit plus facile pour les gens, pour eux de déposer en fait leur gaspillage, de nous en faire part. Et à terme, nous allons créer aussi une application iPhone qui permettra en direct de le géolocaliser tous les gaspillages sur une carte de France. Je rappelle, Jean-Baptiste Léon, le titre de votre ouvrage, c'est donc Le livre noir des gaspillages 2019. Comment on peut se le procurer, ce petit livret ? Auprès de Contribuables Associés, par courrier, 42 € déjeuneur, ou sur le site www.contribuable.org, par mail contact@contribuable.org ou par téléphone 01 42 21 16 24. Voilà, 100 pages de gaspillage. Tout est illustré en couleur. On a voulu faire quelque chose de très visuel, avec des infographies, c'est très joli, ouais. avec des dessins de ces grands dessinateurs de presse que sont Alain Treize et David Miège. Ouais. Écoutez, merci Jean-Baptiste. Je rappelle simplement que Contribuables Associés est l'une, voire la plus grande association de France non subventionnée. Ouais, la plus grande association civique. 350 000 adhérents, ça pourra intéresser des partis comme l'UMPE, comme les Républicains aujourd'hui. En termes en nombre d'adhérents. Ah oui, c'est sûr. Bon. À nous de grossir aussi et de grandir, et c'est pour ça... quelque part, ce petit livre vise à faire prendre conscience, encore une fois, aux Français que l'argent public, c'est leur argent. Merci Jean-Baptiste Léon. Merci à vous.